On a tous des habitudes, des choses qu'on fait sans même y penser. Et manger 3 fois par jour, c'en est une. Mais est-ce qu'on souhaite déjà vraiment poser la question? Est-ce que c'est si naturel que ça en a l'air? Allez, on va creuser un peu cette histoire, parce que c'est fascinant. La question a l'air toute bête, hein. Pourquoi est-ce qu'on mange 3 repas par jour? Mais en fait, elle est hyper profonde. D'où ça vient, ce rythme? Pourquoi ces horaires fixes? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on se sent presque coupable si on saute un repas? C'est devenu une question de morale, pas juste de faim. Et c'est là que tout ce qui nous paraissait évident, eh bien, ça commence à se fissurer un peu. On nous a toujours dit que c'était un besoin biologique, une sorte de loi de la nature. Mais si en réalité, c'était une construction, une habitude inventée pour une raison qui n'a rien à voir avec notre estomac. C'est cette piste qu'on va explorer. Alors, cette fameuse loi des 3 repas, on nous la vend comme la norme absolue, universelle, bonne pour la santé, indispensable quoi. C'est tellement ancré dans nos vies que ce n'est même plus une règle, c'est juste le décor. C'est comme ça, et puis c'est tout. Et regardez autour de nous. Tout, absolument tout est calé là-dessus. L'école, le boulot, les pubs pour la santé, tout tourne autour du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner. Si on saute un repas, c'est mal vu. On est perçu comme quelqu'un qui se laisse aller. Du coup, la norme, elle n'est plus juste dans l'assiette, elle est devenue morale. Être un bon citoyen, un bon travailleur, c'est manger à heure fixe. Et c'est ça, le vrai basculement. Le signal, ce n'est plus la faim. Le signal, c'est l'horloge. Il est midi, faut manger. Il est 19h, faut manger. On n'écoute plus notre corps, on obéit à une montre. Notre biologie, qui était autonome, est maintenant synchronisée. Synchronisée sur le planning d'une sorte d'usine invisible. Bon, on pourrait se dire, si c'est si ancré, c'est que ça a toujours été comme ça. Eh bien, pas du tout. En fait, si on remonte un peu le temps, on s'aperçoit que cette habitude des 3 repas par jour est super récente. C'est même une exception dans l'histoire de l'humanité. Regardez la différence, c'est fou. Avant, le corps humain était flexible. Il savait gérer les périodes avec et les périodes sans. Il était métaboliquement résilient. Aujourd'hui, on est devenu complètement dépendant. Si on rate un repas, on est en hypoglycémie, irritable, on est devenu fragile en quelque sorte. Pendant, allez, 99% de l'histoire de l'humanité, l'idée même d'un petit déjeuner obligatoire ou d'une pause déj à heure fixe, ça n'existait pas. Les anthropologues nous le montrent bien chez les chasseurs-cueilleurs. On mangeait quand il y avait de la nourriture. La faim, c'était normal. Ce n'était pas une crise, juste un signal passager. Le corps était conçu pour ça, il savait gérer. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est simple. Un corps imprévisible, c'est un problème pour un système qui veut tout organiser. Un travailleur qui mange quand il veut, c'est le bazar. Un corps qui n'est pas dépendant de repas réguliers est plus libre. Et cette liberté biologique, à un moment de l'histoire, est devenue un obstacle. Le tournant, c'est la révolution industrielle. Le problème n'était pas notre santé, mais l'organisation du travail. Pour faire tourner les usines, il fallait des travailleurs qui soient tous sur le même rythme, des corps prévisibles dont l'énergie ne chute pas n'importe quand. Bref, des corps synchronisés. La logique derrière, elle est industrielle, implacable. Le but n'est plus seulement de nourrir, le but c'est de réguler, de synchroniser tout le monde, d'avoir des niveaux d'énergie stables pour que la productivité ne baisse pas. On a transformé le repas en outil de management. Il faut que la main-d'œuvre soit prévisible, gérable. Cette citation, elle résume tout. Le corps cesse d'être un organisme autonome pour devenir une variable de production. C'est puissant, non? Ça veut dire que notre biologie interne, nos rythmes naturels, tout ça est mis de côté. Le corps devient une simple ressource, une machine dont il faut standardiser le carburant pour qu'elle soit efficace et prévisible. Le résultat, tout ça, on crée une dépendance. Et attention, ce n'est pas un effet secondaire malheureux, c'est le but recherché. Quelqu'un qui ne peut pas sauter un repas sans se sentir mal, sans être irritable, c'est quelqu'un de plus facile à contrôler. Quelqu'un dont l'énergie est prévisible et donc dont le comportement l'est aussi. Mais bien sûr, on ne peut pas juste imposer ça par la force. Il a fallu vendre l'idée, la transformer en norme culturelle, passer de la contrainte industrielle à une habitude désirée. Et pour ça, la nourriture, c'est un levier psychologique énorme. Et c'est là qu'entrent en scène des personnages fascinants. On a John Harvey Kellogg, à la fin du 19e, qui ne vend pas juste des céréales, il vend une idée de civilisation, de santé. Puis, dans les années 20, le grand Édouard Bernays, le neveu de Freud et père de la propagande moderne, qui a compris qu'il fallait associer ses habitudes à des émotions positives, à l'autorité des médecins. L'idée de fond pour les structures de pouvoir de l'époque, c'est qu'une population qui consomme de manière prévisible est une population plus stable et plus facile à gérer. Le coup de génie, c'est que ça n'a jamais été présenté comme une contrainte. Au contraire, on a vendu ça comme un progrès.
Manger 3 repas par jour et surtout un bon petit déjeuner, c'était le signe de la modernité, de la réussite, de la performance. Et du coup, ne pas le faire, c'était presque suspect. C'était ne pas prendre soin de soi, ne pas être un membre productif de la société. Maintenant, on arrive à la partie peut-être la plus provocatrice de cette analyse. L'idée qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas une, mais deux logiques alimentaires qui coexistent dans notre société. Deux manières de manger qui sont totalement opposées et qui ne se mélangent pas. Voilà l'idée, qui est assez radicale. D'un côté, il y aurait une certaine élite qui utiliserait la nourriture de manière stratégique. Le but ? Maintenir un maximum de clarté mentale, de lucidité. Donc manger peu, jeûner, éviter les aliments qui rendent lourds et fatigués. Et de l'autre côté, la grande majorité qui mangerait pour fonctionner, pour tenir le coup, pour avoir assez d'énergie pour traverser la journée de travail. Dans ce cas, la nourriture ne sert plus à éclairer l'esprit, mais à le stabiliser, voire à l'anesthésier un peu. Les uns mangeraient pour penser, les autres pour ne pas avoir à trop penser. Et ce qui est fou, c'est que tout le système moderne semble organisé autour de cette double logique. D'un côté, on a des alertes de santé publique constantes sur les dangers du sucre, des produits ultra-transformés. Et de l'autre, on a des milliards et des milliards investis par l'industrie agroalimentaire dans ces mêmes produits, conçus pour créer la dépendance et répondre à ce besoin d'énergie rapide. Ce n'est pas une contradiction, c'est un système qui s'auto-alimente parfaitement. Et on en arrive à la conclusion de l'auteur. C'est l'idée qu'un corps qui est programmé pour manger selon une norme externe, c'est aussi un corps qui est prêt à accepter d'autres normes, sans les questionner. En gros, si notre esprit est constamment occupé à gérer des hauts et des bas d'énergie, des fringales, de la fatigue, il a beaucoup moins de bandes passantes disponibles pour remettre en question le système dans lequel il évolue. Au final, le but de cette réflexion, ce n'est pas de donner des leçons de diététique, c'est de poser une question bien plus fondamentale sur notre autonomie. Est-ce que cet acte si simple, manger, nous rend plus libres ? Ou est-ce qu'il participe, sans qu'on s'en rende compte, à un système qui nous garde dans un état de fonctionnement ? Jamais complètement à plat, mais peut-être jamais vraiment, pleinement éveillé non plus. C'est une question qui mérite d'être posée.